Donc, avant de parler de tout ce qui est la computer engine, qu'est-ce que c'est, on va refaire un petit point sur comment est-ce que organiser le GCP. Donc nous avons à l'heure actuelle 21 régions disponibles et 4 qui sont en construction. Donc là, sur le slide, on voit qu'il y a Séoul, Salt Lake City, il y a aussi Las Vegas et Jakarta qui sont prévues. Ces régions sont distribuées en 3 zones, la plupart. Donc c'est le minimum. Donc la seule région qui en a 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la seule région qui en a 4, c'est l'US central, donc à l'Iowa. Donc les ressources de Google sont de type, soit de type zone, donc soit ou de type région ou de type multi-région. De base, par exemple, les GCE sont de type zone. Donc c'est-à-dire que si la zone tombe, naturellement, toutes les ressources qui sont autour de la zone tombent. Donc pour avoir de la haute disponibilité, il faut absolument avoir au minimum une machine d'un côté, une machine de l'autre pour pouvoir assurer la disponibilité sur une région. En cas de catastrophe naturelle, prévoyez un DRP pour pouvoir remonter vos applications sur une autre région. Chez Google, je n'ai pas souvenir que ça est arrivé, mais je sais que chez Amazon, typiquement, GitHub, il y a quelques années de ça, est complètement tombé, parce qu'une région à l'Amazon au niveau des États-Unis était complètement tombée. Donc GitHub était hébergé sur une seule région, il y a quelques années de ça. En multirégional, qu'est-ce qu'on a comme produit? Que c'est des produits managés par Google. Donc on a BigQuery, on a l'App Engine, on a le Cloud Storage et on a Datastore, qui sont répliqués sur le monde entier en fait. Comment est-ce qu'un data center est fait? Donc, tout d'abord, Google ne trust personne. Donc, tous les matériels sont faits exclusivement pour Google. Donc, le CPU, il est enlevé de tout ce qui est non nécessaire. Donc, les fonctionnalités non nécessaires sont enlevées. Donc, Google a un cahier des charges très précis pour tout ce qui est chipset, très précis pour tout ce qui est mémoire et ainsi de suite. Donc, ça va du chipset jusqu'à comment est-ce que je récupère l'énergie pour mon data center. Donc c'est vraiment très, très clair. Le cahier des charges est très rigide et c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Donc maintenant qu'on a vu comment GCP organisait ces régions, comment est-ce que le data center fonctionnait, qu'est-ce que va nous permettre une compute engine? Donc première chose, en moyenne, une compute engine démarre en moins de 30 secondes. Donc au moment où vous cliquez sur démarrer, start, en 30 secondes, vous avez la machine qui est disponible pour pouvoir travailler. Ensuite, comparé à d'autres cloud providers, GCP vous permet d'avoir des machines custom. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, je préférais avoir 4 CPU et moins de gigas de RAM ou ainsi de suite. Donc on peut monter jusqu'à 96 CPU et 624 gigas de mémoire. Il y a aussi d'autres machines, typiquement toutes les machines à haute performance mémoire. Donc on passe à 160 vCPU et 3 Tera de RAM. On a aussi la possibilité d'avoir des SSD locaux. Donc par exemple, si vous avez des traitements de haute, tout ce qui est haute disponibilité, tout ce qui nécessite beaucoup d'entrées-sorties en termes de calcul, vous pouvez utiliser des local SSD. Un problème qu'on a souvent, c'est la taille des disques durs. Le disque dur, on a 10 Go de disque dur, puis on se dit, bah oui, ma machine a 10 Go, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai besoin de plus de place, il va falloir l'arrêter, faire de la maintenance, remettre plus de gigas et redémarrer la machine. Google, non. Vous vous dites, j'en veux plus, je passe de 10 à 1 Tera, la machine continue à avancer et vous avez tout de suite la disponibilité d'avoir 1 Tera de disque. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est gestion de prix au niveau de la GCE. Donc, on parle beaucoup d'innovation. Google sont les premiers à avoir pu proposer la facturation à la seconde. C'est-à-dire que vous démarrez une machine, vous utilisez 90 secondes, vous allez payer 90 secondes.
et pas 10 minutes ou 5 minutes. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est le live migration. C'est-à-dire que souvent, Google doit intervenir sur ces data centers, modifier les machines physiques dans le data center, et naturellement, votre VM elle est sur cette machine-là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien à faire, automatiquement, Google va déplacer votre VM sur un autre matériel de façon transparente pour vous. On peut aussi, donc la Compute Engine est la base de tout, c'est-à-dire qu'un Kubernetes est basé sur la Compute Engine. La partie App Engine utilise aussi des Compute Engine behind the scene. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire de ce qu'on appelle un management instance group, c'est-à-dire que vous avez la même machine Compute Engine qui est dupliquée en fonction des métriques. C'est-à-dire que j'ai 80% de CPU, il me faut une nouvelle machine, j'ai encore 80%, une nouvelle machine, et ainsi de suite. Souvent, sur les data centers standards, c'est CPU, trafic, mémoire, et ça s'arrête là. Google vous propose aussi avec les custom métriques. Par exemple, vous êtes une société de jeux vidéo, vous savez que vos machines supportent 500 joueurs, vous pouvez utiliser cette métrique-là pour faire de l'autoscaling sur votre instance groupe. Google, depuis quelques temps, met aussi en place un outil de recommandation, c'est-à-dire il essaye de faire en sorte que vous utilisez la bonne machine pour vos bons besoins. Donc, on va le voir un petit peu après, ce n'est pas non plus que pour vous acheter de la machine, mais aussi parce que si vous surconsommez, on va dire. Typiquement, vous avez une machine qui est 2 CPU, 8 Go de RAM, finalement, vous en consommez un CPU et à peine 2 Go, il va vous dire peut-être que c'est intéressant, vous allez peut-être économiser 33 ou 40 $ par mois en utilisant ce type de machine-là. Donc, ils cherchent à optimiser aussi vos coûts à travers ça. Il y a tout un système de discount, on va revenir focus sur le système de discount par instance et aussi par ressources utilisées. Et enfin, non négligeable, c'est tout ce qui est machine préemptible, donc un peu les machines volatiles qui vont rester 24 heures. Donc tout d'abord, vous n'avez pas besoin de réserver d'instance comme chez d'autres cloud providers pour avoir des avantages, des réductions de coûts. Plus vous laissez tourner une machine, plus vous avez de réduction de coûts. Donc vous pouvez aller jusqu'à 24% par mois de réduction. Donc ce qui se passe, c'est que le premier quart du mois, vous n'obtenez pas de réduction. Sur le deuxième quart du mois, vous avez 10% sur son deuxième quart. Sur le troisième quart, vous avez 20% de ce troisième quart. Et sur le dernier quart, vous avez 30% de réduction. Donc on peut se poser maintenant des fois les questions en disant, est-ce que ça vaut le coup que j'éteigne, j'allume mon environnement par exemple de dev ou de test journalièrement, ou plutôt est-ce que je le laisse continuer et en fait finalement je vais être au même tarif à la fin du mois. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire un petit peu des recommandations. Donc l'idée c'est d'utiliser vraiment la machine qui correspond à vos besoins. Donc que ça soit dans le sens où votre machine est sur-sollicitée, c'est-à-dire que vous avez toujours 90% du CPU, vous êtes toujours au taquet de la mémoire, là il va vous dire peut-être que ce serait intéressant de prendre une machine un petit peu plus performante. Et l'inverse aussi est vrai. Et à l'heure actuelle, beaucoup de cloud providers font des discounts, mais par rapport aux instances. Donc vous achetez, typiquement, j'ai une instance première semaine, j'ai une instance avec 4 CPU. Deuxième semaine, grosse augmentation de charge. Je dis, OK, le problème c'est que j'ai besoin de changer de machine, donc je change de machine. Je mets une avec 8 CPU. Troisième semaine, encore pareil, beaucoup plus de traitement. On passe à une 16. Et la dernière semaine du mois, on dit, bon, finalement, c'est du 32. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, vous avez payé, chez d'autres cloud providers, vous avez payé pour première semaine un 4, sans discount. Deuxième semaine pour un 8, sans discount. Troisième semaine pour un 16, sans discount. Et enfin, finalement, la quatrième semaine, un 32, sans discount aussi. Ce que fait Google, en fait, il va sommer vos ressources. Donc la première semaine, vous avez utilisé 4 CPU. Deuxième semaine, vous avez utilisé aussi 4 CPU. Donc, lui, il rentre dans le fait que vous obtenez 10% de discount pour 4 CPU et 0 discount pour les autres 4 CPU. Et ainsi de suite, en fait.
Donc on peut typiquement gagner énormément d'argent à ce niveau-là, dans le sens où ce n'est pas par machine, mais c'est par CPU et RAM qui sont utilisés en fait. Les machines préemptibles, donc c'est des machines qui sont mises à votre disposition pour 24 heures au maximum. Le gros avantage qu'elles ont, c'est que vous savez qu'elles vous coûtent 80%, jusqu'à 80% moins cher qu'une machine standard. Donc il y a tout un mécanisme qui vous permet de savoir quand est-ce que la machine va être redemandée par Google. Donc c'est-à-dire, par exemple, vous avez la machine pendant 15 minutes, vous lancez des traitements vidéo, des choses comme ça. Il faut savoir qu'elle peut s'arrêter au bout de 90 secondes après. Donc il faut savoir quand est-ce que la machine s'arrête, récupérer les informations et ainsi de suite. Il faut faire très attention à ça. Par contre, le gros avantage qu'il y a, c'est que vous avez 80% de discount directement. Typiquement, l'usage qu'on peut en faire, c'est pour tous ceux qui ont des CI/CD, c'est de les utiliser comme étant les slaves pour faire vos compilations. Typiquement, je pense à un Jenkins où il y a un master et il y a des nœuds slaves. Vous pouvez utiliser des préemptibles pour ça. Et enfin, vous pouvez attacher aussi des GPU aussi à vos machines pour pouvoir faire des calculs. Donc les GPU entraînent deux modifications. Vous ne disposez plus du live migration. Donc vos GPU votre machine est figée sur un host. Dans ces cas, il faudra vous-même faire l'arrêt de redémarrage de votre machine. Donc Google vous prévient à ce niveau-là. Et deuxièmement, vous n'avez pas des GPU dans toutes les régions. Seulement un certain nombre de régions ont des disponibilités à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer je vais vous faire une petite démonstration sur ça. Donc on va se créer une petite instance. On peut passer par la barre de menu sur le côté, ou on peut aussi utiliser la partie recherche à ce niveau-là. Donc, premièrement, je vais l'appeler Web Server. Ici, typiquement, donc vous avez toutes les régions qui sont disponibles, les 20 régions, et les zones qui correspondent à chacune des régions. À ce niveau-là, donc, petite nouveauté qu'il y a aussi, Google est en train de sortir une deuxième plateforme, donc Next Generation, au niveau des CPU, au niveau de la mémoire. Tout ça, c'est en bêta. C'est uniquement disponible pour l'instant sur l'US central. Donc, n'essayez pas de les trouver ailleurs. Automatiquement, par défaut, vous serez sur du First Generation. Ici, typiquement, je peux me dire, je voudrais du custom. Qu'est-ce que je veux? Je veux une petite machine un petit peu véloce. J'ai du travail à lui fournir. Oui. De quoi? Ah oui, attendez, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc typiquement, je disais, on passe sur une machine 196 CPU 624. On a un coût mensuel de 3000 $. Si maintenant on veut commencer à être un peu plus véloce, on peut commencer à se dire, oui, moi j'aimerais bien plutôt une machine assez importante. Celle-là, on est aux alentours d'à peu près 8-9 000 $ par mois. Donc bon, il faut juste comparer par rapport à ce qu'on a sur du on-premise pour la même capacité et le même prix que vous avez à la sortie. Donc je vais repartir sur une machine plus simple. On va rester sur du L1 standard. Typiquement, après, vous pouvez décider aussi, je veux changer. Donc si vous avez des traitements particuliers aussi, par rapport à des plateformes Intel particulières, vous pouvez les choisir en fait. Donc il y a la Skylake qui est la dernière, mais vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez besoin par rapport au processeur. Et on peut commencer à aussi rajouter des GPU. Donc sur cette région-là, sur l'Iowa, on a la chance de pouvoir prendre des V100 jusqu'à 8 GPU par machine. Autre point intéressant, donc vous pouvez toujours changer ce que vous voulez au niveau de l'OS. Typiquement, je vais prendre
un OS payant. On va se prendre un petit 2016 Data Center. On va se mettre un petit disque dur. Soit vous avez la possibilité de rester sur du HDD, soit du SSD. Donc à ce niveau-là, je vais prendre du SSD. Et ce qui est intéressant au niveau du prix, c'est que la licence de ce data center, de ce Windows, est inclus mensuellement en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'amener votre propre licence. Donc on va repartir sur quelque chose de gratuit. Donc je vais autoriser le HTTP et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va se créer un petit serveur Apache dès le démarrage de la machine. Ici. Donc ici, vous pouvez soit mettre directement des commandes, soit aller chercher sur un cloud storage un fichier de chargement pour votre instance. On peut choisir si on veut préemptir ou pas cette machine-là, donc c'est-à-dire qu'elle restera jusqu'à 24 heures. Au bout de 24 heures d'office, dans tous les cas de figure, elle sera arrêtée. On va laisser activer la migration. Donc à ce niveau-là, j'ai l'option soit je crée la machine, soit je dis bah oui, mais en fait, j'aimerais bien voir la ligne de commande qui correspond à cette création de machine. Typiquement, demain, je veux régénérer 12 fois la machine, bah, je pourrais utiliser cette ligne de commande et la mettre dans un script shell, par exemple. Ou alors, voir aussi comment est-ce qu'on appelle l'API REST directement. Donc, je vais créer la machine. Par défaut, on ne lui a pas changé, on n'a changé rien en termes de default, donc elle va se mettre par défaut dans le network standard et on va lui assigner une adresse IP externe qui est en cochant le hello HTTP traffic qui est disponible pour tout le monde. Donc là, il faut juste que le petit Apache démarre. Et en même temps, je vais vous montrer qu'on est capable. Alors, doucement, on revient là. Donc là, c'est juste le temps que Apache s'installe. Il va venir. Et de l'autre côté, je vais aussi pouvoir me connecter en SSH directement au serveur et pouvoir faire directement des opérations directement. J'ai installé 0 outil sur mon ordinateur pour pouvoir utiliser directement les clés SSH qui sont autogénérées. Pendant ce temps-là, je me dis, bah, c'est bien, mais finalement, 500 Go, c'est pas assez. Donc, je vais aller chercher mon disque dur. Et puis, je vais l'éditer. Puis, je vais dire que 500 Go, c'est pas assez. Je vais me passer à 5 Tera. Alors, j'ai dit 5 Tera, j'ai pas dit. Voilà. Bon, c'est pas très grave. La connexion est un peu lente. Ça, c'est bien l'effet démo. Alors, on va voir si mon instance est démarrée. Oui. Bon, elle est démarrée, sauf qu'elle n'a pas écrit ce que je voulais. Donc là, typiquement, j'ai l'instance Apache qui est disponible. Et normalement, j'ai mon SSH qui est disponible aussi. Donc je peux commencer à, si je veux installer quoi que ce soit, je peux manipuler l'application comme je le souhaite.
On a aussi sur la possibilité de voir rapidement sur en cochant votre instance une partie de monitoring pour l'instance, qu'est-ce qui se passe sur cette instance-là à ce niveau-là. Maintenant, je vais détruire l'instance, ce qui clôturera la démonstration au niveau de la GCE.